Pour la fête des mères, j'ai reçu une carte que ma fille m'a fait lire à haute voix. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Tu es un fardeau insupportable. Personne ne veut de toi ici. Tout le monde s'est moqué de moi. Je m'appelle Geneviève. J'ai 74 ans et ce fut l'humiliation la plus terrible de ma vie. C'était un dimanche matin de mai. Le soleil inondait le salon quand je suis arrivée chez ma fille Élise pour célébrer ma journée. Je portais ma robe verte préférée, celle qui me faisait toujours me sentir élégante. J'avais apporté des fleurs fraîches du marché et des madeleines de chez La Durée pour mes petits-enfants. Mamie Geneviève a crié le petit Lucas en courant vers moi. Leurs câlins ont rempli mon cœur de joie. Pendant un instant, tout semblait parfait. Mathieu, mon gendre, m'a à peine salué d'un hochement de tête rapide et sec. Élise est sortie de la cuisine avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Maman, je suis contente que tu sois là. On a une surprise spéciale pour toi. Je me suis assise sur le canapé en cuir, entourée de ma famille. Les petits-enfants se sont installés à mes pieds, pleins d'anticipation. Élise a sorti une carte rose de son sac Hermès et me l'a tendue. C'est de nous tous, maman. Lis-la à haute voix pour que tout le monde puisse entendre. Mes mains tremblaient légèrement en ouvrant l'enveloppe. La carte avait de petits dessins de fleurs que les enfants avaient faits. Comme c'est mignon, ai-je pensé, j'ai commencé à lire d'une voix claire et excitée. Les roses sont rouges, les violettes sont... Ma voix s'est brisée. Les mots suivants m'ont frappé comme des coups de poing. Tu es un fardeau insupportable. Personne ne veut de toi ici. Ton temps est révolu. Il est temps que tu partes. Signé, ta famille qui ne te supporte plus. Le silence a été assourdissant pendant 3 secondes éternelles, puis Mathieu a commencé à rire, un rire cruel et moqueur. Élise s'est couvert la bouche, mais je pouvais voir qu'elle riait aussi. Même les enfants, ne comprenant pas complètement, ont commencé à glousser parce que les adultes le faisaient. Tu as vu ta tête, maman a dit Élise entre deux rires. Tu aurais dû te voir. Mathieu, tu as pris une photo Mon cœur s'est brisé. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues ridées. La carte est tombée de mes mains tremblantes sur le parquet en chêne. C'est juste une blague, maman, a continué Élise. Mais il n'y avait pas une once de remords dans sa voix. Ne le prends pas si au sérieux, tu as toujours été si dramatique. Mathieu s'est approché et a ramassé la carte du sol. Ouais, Geneviève, on plaisantait juste. Mais tu sais, il a fait une pause inconfortable. Ces derniers temps, tu as été un peu trop présente. Peut-être que tu devrais envisager d'autres options. D'autres options ai-je demandé, ma voix se brisant. Eh bien, tu sais, a dit Élise en s'asseyant devant moi. Il y a des edgepads vraiment bien pour les personnes de ton âge. Des endroits où tu peux être avec des gens comme toi. Tu serais plus à l'aise. Le mot EHPAD résonnait dans ma tête comme une sentence de mort. Mes propres enfants voulèrent se débarrasser de moi, comme si j'étais un vieux meuble encombrant. Mais, mais, ma voix était à peine un murmure. Je pensais que j'étais venue célébrer la fête des mères avec vous. Et tu es là, maman, a dit Mathieu d'un ton condescendant. C'est juste qu'il faut être réaliste. Tu n'es plus jeune, tu as besoin de soins spéciaux, et nous avons nos propres vies. Les petits-enfants me regardaient, confus. Lucas, à peine 8 ans, s'est approché et a pris ma main. Mamie, pourquoi tu pleures Avant que je puisse répondre, Élise l'a éloigné. Viens ici, mon fils. Mamie va bien, elle est juste sentimentale. Je suis restée assise là, me sentant plus seule que je ne l'avais jamais été de ma vie. Le jour qui était censé célébrer ma maternité, ma propre fille m'avait publiquement humiliée, me transformant en la blague cruelle de la famille. Je me suis lentement levée, mes jambes tremblantes. Je devrais partir. D'accord, maman. Élise ne s'est même pas levée pour me dire au revoir. On t'appellera plus tard. J'ai marché vers la porte avec ce qui me restait de dignité, mais à l'intérieur, mon monde s'était complètement effondré. Cette nuit-là, dans ma maison vide du 15e arrondissement, j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Mais quelque chose avait changé en moi. L'humiliation avait réveillé quelque chose qui dormait depuis des années. Il était temps que ma famille apprenne la vérité sur qui était vraiment Geneviève. Le lendemain, j'ai bloqué tous leurs numéros. Mais d'abord, j'avais besoin de me souvenir comment j'étais arrivée à un moment si douloureux. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, le même où j'avais allaité Élise il y a 45 ans, et j'ai laissé les souvenirs couler comme un film dans mon esprit. Tout a commencé quand j'avais 29 ans. Le père d'Élise nous a abandonnés quand elle n'avait que 3 ans. Un matin, il n'était tout simplement plus là. Il avait laissé une note sur la table de la cuisine. Je ne peux pas faire cette vie, je suis désolée. Il n'a même pas dit au revoir à sa fille. Je me souviens de cette nuit-là, tenant Élise pendant qu'elle pleurait, demandant son papa. Papa a dû partir très loin, mon amour, ai-je murmuré, me promettant qu'elle ne manquerait jamais de rien. Et j'ai tenu cette promesse. J'ai travaillé des doubles quarts de travail à l'usine textile de Pantin pendant 15 ans. Mes mains étaient pleines de cales, à force de coudre des uniformes tard dans la nuit. Chaque centime supplémentaire que j'économisais allait à l'éducation d'Élise. Quand elle avait 17 ans et voulait étudier pour devenir infirmière, j'ai vendu les bijoux de ma mère. C'était la seule chose de valeur que je possédais. Mais j'ai vu les yeux brillants de ma fille parler de son rêve, et je n'ai pas hésité une seconde. Maman, tu es sûre m'a-t-elle demandé ce jour-là. Complètement sûre, mon amour.
Ton éducation est la chose la plus importante. Pendant ces 5 années d'université à l'Institut de formation en soins infirmiers, j'ai travaillé les week-ends à nettoyer des bureaux à la Défense. Je rentrais à la maison avec le dos en miettes. Mais quand je voyais Élise étudier à la table de la salle à manger, tout en valait la peine. Le jour de sa remise de diplôme, j'ai pleuré de fierté. On l'a fait, maman, a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Rien de tout ça n'aurait été possible sans toi. Plus tard, elle a rencontré Mathieu. Au début, je l'aimais bien. Il était poli, travailleur, et semblait vraiment l'aimer. Quand ils se sont mariés, j'ai payé la moitié du mariage. C'était 12 000 € que j'avais économisés pendant des années. Mais je voulais que ma fille ait le mariage de ses rêves au château de Versailles. Maman, c'est trop, avait protesté Élise quand je lui ai remis le chèque. Pas du tout, ai-je dit en souriant. C'est le jour le plus important de ta vie. Tu le mérites. Quand ils ont acheté leur première maison à Neuilly-sur-Seine, je leur ai donné l'apport de 25 000 €. C'était tout ce que j'avais économisé, mais les voir heureux dans leur nouvelle maison me remplissait de satisfaction. Puis les petits-enfants sont arrivés, 2 beaux petits qui sont devenus la lumière de ma vie. Quand Élise est retournée au travail après son congé maternité, je suis devenue leur babysitter gratuite. Chaque jour, pendant 3 ans, j'ai marché 6 pâtés de maison jusqu'à leur maison à 6 heures du matin. Je préparais le petit déjeuner des enfants, les habillais, les emmenais au jardin du Luxembourg, les nourrissais, les baignais et leur lisais des histoires de Babar et du Petit Prince. Quand Élise rentrait du travail à l'hôpital Necker, la maison était propre et les enfants étaient heureux. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi, maman, me disait Élise à cette époque. Tu es un ange, mais progressivement, quelque chose a changé. Les merciers sont devenus moins fréquents. Mes opinions sur les enfants ont commencé à être considérées comme de l'ingérence. Quand j'ai suggéré que le plus jeune devait voir le pédiatre pour sa toux persistante, Mathieu m'a dit: Geneviève, c'est nous les parents ici. La première fois qu'ils m'ont parlé comme ça, je suis restée silencieuse. Je pensais que j'avais peut-être été trop curieuse. Puis les commentaires subtils ont commencé. Maman, tu n'as plus l'énergie que tu avais pour surveiller les enfants. Geneviève, je crois que tu as encore confondu les vitamines des enfants. Peut-être que tu devrais te reposer davantage à la maison. Mais j'ai continué à y aller tous les jours. J'ai continué à aider. J'ai continué à tout donner. Il y a 2 ans, quand Mathieu a perdu son emploi chez Société Générale, j'ai commencé à leur donner 500 € par mois pour qu'ils ne perdent pas la maison. C'est juste temporaire, disait-il. Juste jusqu'à ce que Mathieu trouve quelque chose de mieux. Mathieu a trouvé un nouvel emploi 6 mois plus tard chez BNP Paribas. Mais ils ne m'ont jamais dit d'arrêter d'envoyer l'argent. Ils ont juste continué à le recevoir comme si c'était leur droit naturel. Quand les enfants ont eu besoin de nouveaux ordinateurs pour l'école, j'ai payé 2 000 € sans qu'on me le demande. Quand la Peugeot d'Élise est tombée en panne, je leur ai donné 4 000 € pour les réparations. Quand ils ont voulu refaire la cuisine avec des équipements miel, j'ai contribué 8 000 €. Petit à petit, je suis devenue la pourvoyeuse silencieuse, celle qui était toujours là pour résoudre leurs problèmes financiers, mais qui n'était plus invitée aux décisions familiales importantes. Il y a un an, Élise a organisé un dîner familial pour l'anniversaire de Mathieu. Je l'ai découvert par hasard quand un de mes petits-enfants a mentionné la fête secrète qu'ils avaient eue. Pourquoi tu ne m'as pas invitée ai-je demandé à Élise au téléphone. Oh, maman, c'était vraiment petit, juste nous 4. On pensait que tu t'ennuierais. Mais j'ai vu les photos sur Facebook. Il y avait 20 personnes, les parents de Mathieu que je connaissais bien. Tout le monde avait été invité sauf moi. Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence. Mais je me suis dit que ça devait être un oubli. Les oublis sont devenus une routine. Ils ont oublié de m'appeler pour mon anniversaire. Ils ont annulé nos déjeuners. Quand je me présentais à l'improviste, ils semblaient toujours ennuyés par l'interruption. Mais la goutte d'eau a été il y a 3 mois. J'étais chez eux en train d'aider avec le dîner quand j'ai entendu Mathieu parler au téléphone sur la terrasse. Ouais, ma belle-mère vit seule. Elle devient vraiment dépendante. Non, elle n'est pas malade, mais tu sais comment ils sont à cet âge-là. Oui, on regarde des options pour la placer dans un endroit approprié. Je me suis figée derrière la porte. Mon propre gendre planifiait de se débarrasser de moi, comme si j'étais un vieux meuble. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'avais donné toute ma vie, tout mon argent, tout mon amour à cette famille, et maintenant j'étais juste un obstacle dont ils voulaient se débarrasser. Mais ils ne savaient pas quelque chose de très important sur moi, quelque chose que j'avais gardé secret pendant des décennies. Ma mère, avant de mourir, m'avait parlé d'une propriété familiale à Nice, sur la côte d'Azur, que j'avais héritée quand j'avais atteint 70 ans. C'était un appartement vue mer dans le quartier de Cimier qui avait été loué pendant des décennies par une agence immobilière. L'argent s'était accumulé dans un compte que je n'avais jamais touché. J'avais aussi des investissements que j'avais faits avec l'héritage de ma tante Lucille, qui était morte sans enfant et m'avait tout laissé. Des obligations d'État, des actions chez Total et LVMH, des certificats de dépôt, de l'argent qui croissait tranquillement pendant que je vivais avec ma modeste retraite de la sécurité sociale. Au total, j'avais presque 400 000 € que ma famille ne connaissait pas. Ils pensèrent que j'étais une vieille femme pauvre vivant des allocations du gouvernement.
Ils ne savaient pas que j'avais discrètement financé leur vie confortable pendant des années, non pas par nécessité, mais par amour. Mais après l'humiliation de la fête des mères, quelque chose en moi s'est brisé pour toujours. Il était temps qu'ils apprennent la vraie valeur de Geneviève. Cette carte cruelle était mon signal d'alarme. Je suis restée éveillée toute la nuit de la fête des mères, tenant cette carte dans mes mains tremblantes. Les mots continuaient à résonner dans ma tête. Tu es un fardeau insupportable. Personne ne veut de toi ici. Mais alors que les larmes séchèrent sur mes joues, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. La tristesse s'est transformée en quelque chose de plus puissant, de la clarté, de la détermination. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai vu ma situation avec une honnêteté complète. Je n'étais pas un fardeau, j'étais celle qui les maintenait à flot. Je me suis lentement levée et je suis allée dans ma chambre. J'ai sorti une boîte en bois de ma commode que je n'avais pas ouverte depuis des mois. À l'intérieur se trouvaient tous mes documents importants, relevés bancaires, actes de propriété, certificats d'investissement. En examinant les papiers, j'ai fait des calculs mentaux qui m'ont coupé le souffle. Au cours des 5 dernières années, j'avais donné à Élise et Mathieu exactement 67 000 euros. 67 000 euros qu'ils recevaient comme si c'était leur droit naturel, alors qu'ils me traitaient de plus en plus mal. L'apport pour leur maison, 25 000 euros. Le mariage, 12 000 euros. L'aide mensuelle pendant 2 ans, 12 000 euros. Les ordinateurs des enfants, 2 000 euros. La réparation de la voiture, 4 000 euros. La rénovation de la cuisine, 8 000 euros. Et des centaines de petites dépenses qui s'ajoutaient à 4 000 euros de plus. Pendant ce temps, je vivais toujours dans la même maison modeste du 15e arrondissement, portant la même robe verte les dimanches, marchant jusqu'au Monoprix pour économiser sur l'essence. Mais ce n'était pas ce qui faisait le plus mal. Ce qui me brisait vraiment le cœur, c'était de me souvenir comment leur traitement envers moi avait changé. Je me souvenais de l'anniversaire de Lucas il y a 6 mois. J'étais arrivée tôt pour aider à décorer comme je le faisais toujours, mais quand j'ai frappé à la porte, Mathieu a ouvert avec un regard agacé. Geneviève, la fête ne commence pas avant 15 heures. Pourquoi es-tu si tôt? Je pensais pouvoir aider avec les préparations, ai-je dit avec un sourire. On n'a pas besoin d'aide. Élise a tout sous contrôle. Derrière lui, j'ai vu Brigitte, sa mère, accrocher des ballons dans le salon. Elle avait été invitée à aider. Moi, j'étais traitée comme une invitée indésirable. Je peux attendre dehors jusqu'à 15 heures, ai-je murmuré, me sentant humiliée. Ne sois pas dramatique, maman, a dit Élise en apparaissant de la cuisine, essuyant ses mains sur un tablier la durée. Tu peux rester, mais ne va pas dans la cuisine. Tu sais que tu te mélanges avec les recettes. Je me mélangeais avec les recettes. Moi qui avais cuisiné pour cette famille pendant des décennies. Ce jour-là, je me suis assise dans un coin de la terrasse comme une étrangère à la fête de mon propre petit-fils. J'ai regardé Brigitte aider avec la nourriture pendant que les autres invités complimentaient son gâteau aux fraises qu'elle avait fait. Pendant ce temps, moi qui avais payé la moitié des dépenses de cette fête, j'étais complètement ignorée. Quand il a été temps de chanter Joyeux anniversaire, je suis restée à l'arrière pendant que tout le monde formait un cercle autour de Lucas. Personne n'a remarqué que je n'étais pas sur les photos de famille. Plus tard dans la soirée, Lucas s'est approché de moi alors que je ramassais discrètement quelques assiettes sales. Mamie, pourquoi tu étais si silencieuse aujourd'hui? J'étais juste fatiguée, mon amour, ai-je menti. Mamie Brigitte dit que tu es trop vieille pour les grandes fêtes. Les mots de l'enfant m'ont transpercé comme des couteaux. Brigitte, qui n'avait que 3 ans de moins que moi, disait à mes propres petits-enfants que j'étais trop vieille. Mais même après cette humiliation, j'ai continué à leur donner de l'argent. J'ai continué à aider. J'ai continué à espérer que les choses s'amélioreraient. Quelle idiote j'avais été. Je me souvenais aussi du dernier Noël. J'avais acheté des cadeaux chers pour tout le monde. Un nouveau vélo de chez Decathlon pour Lucas, une tablette Samsung pour la petite Chloé, du parfum Chanel en 05 pour Élise, un outil électrique Bosch que Mathieu avait mentionné vouloir. J'avais dépensé près de 3 000 euros pour ces cadeaux. Le réveillon de Noël, je suis arrivée les bras chargés de paquets magnifiquement emballés. Les enfants ont couru vers moi, excités, mais Élise les a rapidement appelés. Les enfants, mettez les cadeaux de mamie sous le sapin avec les autres. On les ouvrira tous ensemble demain. Mes cadeaux se sont perdus dans la montagne de paquets qu'ils s'étaient achetés eux-mêmes. Quand il a été temps de les ouvrir, personne n'a mentionné qui avait donné quoi. Les enfants ont vaguement remercié tout le monde pour leurs cadeaux, mais la partie la plus douloureuse est venue après. J'avais aussi apporté un cadeau spécial pour Élise. Un collier de perles qui avait appartenu à ma grand-mère. C'était une pièce ancienne, précieuse et pleine d'histoires familiales. Maman, c'est vraiment joli, a dit Élise sans même l'essayer. Mais tu sais, je ne porte pas beaucoup de bijoux. Peut-être que tu devrais le garder pour quand les petits-enfants seront plus grands. Elle m'a rendu la boîte sans même ouvrir le fermoir pour voir les perles de près.
J'avais imaginé ce moment pendant des mois, pensant à comment ma fille aurait l'air portant les mêmes perles qui avaient orné 3 générations de femmes de notre famille. Cette nuit-là, dans ma maison vide, j'ai pleuré en serrant la petite boîte de perles. Ce n'était pas la valeur monétaire qui faisait mal, c'était l'indifférence totale pour quelque chose qui venait de mon cœur. Mais la goutte d'eau est venue il y a 2 mois quand j'ai attrapé la grippe. J'étais au lit pendant une semaine avec une fièvre de 39 degrés. Je ne pouvais pas cuisiner, je pouvais à peine me lever pour aller aux toilettes. J'ai appelé Élise pour lui demander si elle pouvait m'apporter quelque chose à manger, ou au moins demander comment j'allais. Oh maman, on est tellement occupés en ce moment. Mathieu a un gros projet au bureau et je suis en double quart à l'hôpital. Tu ne peux pas demander à une voisine? Mais chérie, je peux à peine marcher. Maman, tu n'es plus une petite fille. Tu dois apprendre à prendre soin de toi. On ne peut pas venir en courant chaque fois que tu as un rhume. Un rhume. J'avais une forte fièvre et elle appelait ça un rhume. Elle a raccroché et n'a pas rappelé de toute la semaine. C'était Madame Lefèvre, ma voisine de 82 ans, qui m'a apporté de la soupe au poulet maison et s'est assurée que je prenais mes médicaments. Une femme que je connaissais à peine a montré plus de préoccupation pour moi que ma propre fille. Quand je me suis finalement rétablie et que je suis retournée à ma routine de visite familiale, personne n'a demandé comment j'avais été. C'était comme si cette terrible semaine n'avait jamais existé. Et maintenant, assise avec ces documents bancaires devant moi, je comprenais avec une clarté douloureuse quelle était ma vraie place dans la vie de ma famille. Je n'étais pas la grand-mère bien-aimée. J'étais le distributeur automatique de billets émotionnels. Quand ils avaient besoin d'argent, il y avait Geneviève. Quand ils avaient besoin d'une babysitter gratuite, il y avait Geneviève. Quand ils avaient besoin d'un bouc émissaire pour leur frustration, il y avait Geneviève. Mais quand Geneviève avait besoin d'amour, de soins, de respect, ou simplement d'un appel téléphonique pendant une maladie, Geneviève n'existait pas. Cette nuit-là, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai sorti mon vieil ordinateur portable et je me suis connectée à ma banque en ligne pour la première fois depuis des mois. Il était temps de faire des changements importants. Premièrement, j'ai annulé le virement automatique de 500 € par mois vers le compte d'Élise. Deuxièmement, j'ai fermé le compte d'épargne conjoint que nous avions ouvert pour les urgences familiales, qu'ils utilisaient seuls. Troisièmement, j'ai changé mon testament. Tout ce que j'avais désigné pour Élise et Mathieu irait maintenant à une fondation pour seniors abandonnés. Et quatrièmement, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai acheté un billet d'avion. Il était temps de voir cet appartement à Nice que j'avais hérité. Il était temps de commencer la vie que je méritais. Mais avant de partir, j'allais m'assurer que ma famille comprenne exactement ce qu'elle avait perdu. C'était mardi matin quand j'ai exécuté mon plan. Je n'avais dormi que 3 heures, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement éveillée, complètement déterminée. Je me suis habillée avec mon tailleur gris le plus élégant, celui que j'avais acheté pour la remise de diplôme d'Élise mais que j'avais à peine porté. J'ai soigneusement appliqué mon maquillage et coiffé mes cheveux en un chignon sophistiqué. Je voulais avoir l'air de la femme puissante que j'étais vraiment, pas de la vieille dame dans le besoin qu'ils pensèrent que j'étais. D'abord, je suis allée à la BNP Paribas. Mon conseiller financier, Monsieur Dubois, a été surpris de me voir si tôt. Madame Geneviève, comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin de faire plusieurs changements importants à mes comptes, ai-je dit d'une voix ferme. Au cours des 2 heures suivantes, j'ai complètement réorganisé mes finances. J'ai annulé tous les virements automatiques vers les comptes d'Élise. J'ai fermé le compte conjoint que nous avions ouvert il y a 3 ans. J'ai transféré de l'argent de mes investissements vers mon compte courant principal. Vous êtes sûre de ces changements, madame? A demandé Monsieur Dubois, clairement inquiet. Ce sont des mouvements très importants. Complètement sûr. C'est mon argent et je peux faire ce que je veux avec. Ensuite, je suis allée au cabinet de mon notaire, Maître Durand, qui s'occupait des affaires juridiques de ma famille depuis des décennies. J'ai besoin de changer complètement mon testament, ai-je annoncé sans préambule. Maître Durand, un homme âgé qui me connaissait depuis qu'Élise était enfant, a retiré ses lunettes et m'a regardé avec inquiétude. Geneviève, tout va bien, c'est un changement très drastique. Tout va parfaitement bien. Pour la première fois depuis des années, je vois les choses avec une clarté totale. J'ai expliqué exactement ce que je voulais. Tout ce que j'avais désigné pour Élise et Mathieu irait maintenant à une fondation pour seniors sans abri. J'ai aussi établi une fiducie pour mes petits-enfants qu'ils ne pourraient accéder qu'à 25 ans et seulement s'ils maintenaient un contact sincère avec moi, pas par obligation familiale. Geneviève, vous ne pensez pas que vous devriez réfléchir encore quelques jours? Ces décisions sont irréversibles. J'ai eu 74 ans pour y réfléchir, maître Durand, et ces 5 dernières années m'ont appris tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai signé les documents d'une main ferme. Il n'y avait pas de tremblement, pas de doute. Mon prochain arrêt était l'agence Air France. J'avais fait des recherches sur mon appartement à Nice toute la nuit. C'était un 3 pièces dans un quartier magnifique de Cimier. Il avait été loué pendant des années par une agence immobilière, générant des revenus qui s'accumulaient dans un compte français que je n'avais jamais touché.
Je veux prendre l'avion pour Nice ce vendredi, ai-je dit à l'agent de voyage. C'est un voyage touristique, madame? Non, c'est un voyage de libération. J'ai acheté un billet en première classe. Si j'allais commencer ma nouvelle vie, je le ferais avec style. Mais avant de partir, je devais faire une dernière chose. Je devais écrire les lettres. Je suis rentrée chez moi à midi et je me suis assise à mon bureau. J'ai sorti du papier à lettres élégant que j'avais acheté il y a des années, mais que je n'avais jamais utilisé. Il était temps d'expliquer à ma famille exactement ce qui s'était passé. La première lettre était pour Élise. Ma chère fille, au moment où tu liras cette lettre, je serai en route pour Nice, où je vivrai dans l'appartement que j'ai hérité de ma famille et dont tu ignorais l'existence. J'ai pris la décision de couper tout soutien financier que je t'ai donné ces dernières années. Les 500 € par mois que tu recevais ont été définitivement annulés. Le compte conjoint que tu utilisais pour les urgences a été fermé. Ne prends pas cela comme une punition, mais comme une leçon d'indépendance que j'aurais dû t'enseigner il y a longtemps. Pendant des décennies, je t'ai tout donné. Mon temps, mon argent, mon énergie, mon amour inconditionnel. Mais à un moment donné, tu as décidé que j'étais un fardeau au lieu d'une bénédiction. La carte de la fête des mères était simplement la goutte d'eau. Mais le problème a commencé bien plus tôt, quand tu as cessé de me voir comme ta mère et que tu as commencé à me voir comme ta femme de ménage personnelle et ta banque privée. J'ai changé mon testament. Mon héritage sera maintenant donné à des gens qui valorisent vraiment la générosité et l'amour familial. Tes enfants auront accès à une fiducie quand ils auront 25 ans, mais seulement s'ils prouvent qu'ils peuvent de maintenir une relation sincère avec moi. Ne me cherche pas pour de l'argent. Ne m'appelle pas pour me demander de revenir. N'envoie pas les petits-enfants pour me manipuler émotionnellement. Si tu veux vraiment retrouver ta mère, tu vas devoir prouver que tu me valorises pour qui je suis, pas pour ce que je peux te donner. Ta mère qui a finalement appris à se valoriser, Geneviève. La deuxième lettre était pour Mathieu. Mathieu, je ne t'ai jamais vu comme juste mon gendre. Je t'ai accepté comme le fils que je n'ai jamais eu. Mais tu m'as transformée en la belle-mère gênante dont tu voulais te débarrasser. J'ai entendu ta conversation téléphonique il y a 3 mois, quand tu parlais de trouver un endroit approprié pour me placer, comme si j'étais un vieux meuble qui gênait. Ce que tu ne savais pas, c'est qu'un endroit approprié a toujours été entre mes mains. J'ai un appartement à Nice, des investissements qui génèrent plus d'argent que tu n'en gagnes en un an, et la liberté financière de vivre où et comme je le choisis. Pendant des années, j'ai discrètement financé votre style de vie confortable. J'ai payé pour des réparations, aidé avec les dépenses, couvert les urgences. Je l'ai fait par amour, pas par obligation. Mais tu as interprété ma générosité comme une faiblesse, ma disponibilité comme une dépendance, mon amour comme une nuisance. Maintenant, vous allez devoir vous débrouiller seul. Geneviève. Après avoir fini les lettres, je les ai mises dans des enveloppes et les ai laissées sur ma table basse, prêtes à être découvertes. Puis je me suis assise dans mon salon, souriant. Il m'avait fallu 74 ans, mais j'avais finalement appris la leçon la plus importante de ma vie. Tu enseignes aux gens comment te traiter parce que tu es prête à accepter. Pendant des décennies, j'ai accepté des miettes d'amour parce que j'avais peur d'être seule. Mais il s'avère qu'être seule était infiniment mieux qu'être avec des gens qui ne me respectaient pas. Et maintenant que j'avais appris cela, je n'étais pas vraiment seule du tout. J'étais libre. J'allais à Nice. Et pour la première fois depuis très très longtemps, j'étais excitée par mon avenir. Le vendredi matin, j'ai posté les lettres et je suis montée dans le TGV vers l'aéroport Charles de Gaulle. Mon téléphone a sonné plusieurs fois avec des appels d'Élise et Mathieu, mais je ne l'ai jamais décroché. Je l'ai finalement éteint complètement. Dans l'avion, en première classe, avec une coupe de champagne à la main, j'ai regardé Paris disparaître sous les nuages. 74 ans de sacrifices, d'humiliation, d'amour non réciproque s'éloignaient avec chaque kilomètre. Quand l'avion a atterri à Nice, le soleil méditerranéen brillait. Mon appartement à Cimiez était magnifique, avec une vue sur la baie des Anges qui m'a coupé le souffle. Ce soir-là, assise sur ma terrasse avec vue sur la mer, un verre de rosé de Provence à la main, j'ai enfin compris ce que signifiait être libre. Mon téléphone, que j'ai rallumé brièvement, était rempli de dizaines de messages, des excuses, des supplications, des promesses de changement. Mais je les ai tous effacés sans les lire. Ils avaient eu toute une vie pour me montrer que je comptais. Maintenant, c'était mon tour de vivre pour moi. Et c'était le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Si cette histoire vous a touché, soutenez-nous avec un super merci pour plus d'histoires comme celle-ci. Merci d'avance. Et vous, que feriez-vous à la place de Geneviève? Laissez vos pensées dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi où vous avez entendu cette histoire. Si vous voulez plus d'histoires de vie comme celle-ci, likez et abonnez-vous. Il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent. Gros câlin et à la prochaine.